webinaire dans le cadre de notre programme Achat circulaire et solidaire. La séance d'aujourd'hui est dédiée au retour d'expérience et à la présentation de porteurs de solutions dans le cadre d'achat circulaire de mobilier. Nous aurons aujourd'hui l'occasion et la chance donc d'avoir 2 retours d'expérience. Donc le premier de Madame Deron de la PFRA des Hauts-de-France, suivi du retour d'expérience de Monsieur Delplanque de la ville de Niort, et ensuite donc la présentation de porteurs de solutions ESS relative donc à ces achats de mobilier dans le cadre donc de programmes d'achat circulaire. Je vous rappelle le format de ces interventions, donc 10 minutes pour chacun de nos intervenants, suivi d'une partie de questions-réponses. Donc, je vous invite à poser vos questions dans le chat. Nous les prendrons donc à la fin de l'intervention, de chaque intervention. Et voilà, donc 10 minutes d'intervention pour chaque intervenant et 10 minutes de questions-réponses. Voilà, 2 fois. Eh bien, écoutez, je vous propose de démarrer tout de suite avec Madame Deron, qui est directrice de la plateforme régionale des achats et des mutualisations de l'État, donc de la région Hauts-de-France. Madame Deron. Je vous remercie. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, merci de votre présence. Et puis, écoutez, donc première question, votre programme, donc votre appel à manifestation d'intérêt sur le marché du mobilier, pouvez-vous nous en dire plus? Oui, tout à fait. Donc, en fait, nous avons été missionnés par la préfecture du Nord dans le cadre d'un projet de construction qui est le projet de la nouvelle cité administrative de Lille, qui va réunir 1900 agents, qui concerne surtout le déménagement de 19 services. Et donc, ce projet va à la fois poser des questions sur l'achat de mobilier et donc issu du réemploi, mais surtout un autre volet qui est comment fait-on avec le mobilier existant. Donc, suite à cette problématique, on s'est dit, bah, pourquoi pas lancer un appel à manifestation d'intérêt pour pouvoir capter sur notre territoire l'ensemble des idées possibles de la part des structures du réemploi. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, ce que vous avez sous les yeux, c'est ce que nous avons mis à disposition sur LinkedIn, un appel à manifestation d'intérêt où on présentait donc le projet. Et donc, dans cet appel à manifestation d'intérêt, on voyait bien les 2 volets concernés. Donc, sur la prochaine slide, voilà. Donc, 2 volets. D'un côté, le don de mobilier existant. Donc, le mobilier des anciens sites à récupérer. Ce que je disais tout à l'heure, 1900 postes de travail. Et puis, comment le valoriser. Et ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, puisque ce qu'on souhaite, c'est pouvoir aussi acheter du mobilier issu des réemplois pour équiper la nouvelle cité administrative de Lille. Et donc, ce mobilier qui serait affecté plutôt dans les salles de réunion, salles de formation, des espaces de convivialité. On a des toitures terrasses, donc qui pourraient venir aussi aménager ces toitures terrasses et puis tout ce qui est tisanerie. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aménager avec ce mobilier, donc avoir des propositions. Et on avait mis sur LinkedIn donc 2 formulaires sur lesquels les structures pouvaient se faire connaître et nous dire quelles étaient leurs propositions. Suite à cet appel à manifestation d'intérêt, on a eu des réponses. On a eu des réponses à la fois de structures des départements des Hauts-de-France, mais aussi d'autres régions. On a eu énormément d'intérêt et aussi de la part d'acteurs publics.
Donc, ce qui est intéressant, c'est que spontanément, des acteurs publics comme l'île Avenir, comme l'IRIAE, comme l'APES, comme le CD2E nous ont dit, bah, est-ce que vous avez prévu de mettre en place un groupe de travail? Est-ce qu'on pourra imaginer ensemble quelle collaboration mettre en place au niveau des Hauts-de-France pour aller plus loin? Donc, vraiment, on a été agréablement surpris. Et on a eu déjà une réunion avec ce groupe de travail qui nous a permis en fait d'aller encore plus loin que ce qu'on avait pu imaginer. Et ce groupe, ces échanges en fait nous ont donné de nouvelles perspectives sur par exemple tout l'aspect logistique, les structures, alors non pas seulement du réemploi, mais peut-être aussi travailler avec des structures du transport et peut-être imaginer aussi des plateformes de logistique pour la distribution de mobilier, pour voilà. Donc, ce qui est vraiment le message, c'est que cette démarche d'ouverture vers l'extérieur a été très intéressante et est toujours en cours, hein. D'ailleurs, on a rencontré les structures du réemploi aussi. Alors là, on a aussi différentes structures. Ça va de la petite structure d'insertion qui est plutôt sur du réemploi à son propre usage. euh, ou pour partager avec d'autres structures, jusqu'à la structure un peu plus industrialisée qui a tout un process de conception, de réalisation, de transformation et de vente. Et dans tous les cas, ce qu'on a, c'est surtout cette prise en compte qu'il va falloir, nous, acteurs publics, pouvoir aider toutes ces structures dans la fluidité des filières, que ce soit en approvisionnement, que ce soit en écoulement, voilà, avoir un vrai circuit du processus. Et c'est en ça que ce projet se veut exemplaire et particulièrement suivi par la secrétaire générale adjointe, Madame Puccinelli, et par le préfet, comment on va réussir à aller plus loin que l'objectif actuel, puisqu'on sait que 4% seulement du mobilier aujourd'hui est réemployé. Et nous, notre objectif, c'est de s'appuyer sur l'ensemble des acteurs pour arriver à avoir vraiment un réemploi le plus large possible de ce mobilier, en sachant qu'il y a du don aussi. J'en ai pas parlé, mais on a prévu aussi du don à certaines associations d'étudiants, des associations de lutte contre les violences faites aux femmes, d'associations d'aide aux devoirs. Donc voilà, c'est un projet très global et on a besoin de l'ensemble des acteurs pour pouvoir réaliser ce qu'on a pu imaginer. D'accord, très bien. Et donc, le fait de faire appel aussi à des structures d'insertion vous amène donc à organiser le projet, à anticiper, c'est ça, pour pouvoir véritablement être en mesure bah, d'être visible des acteurs et de pouvoir mettre en œuvre l'ensemble des opérations. Tout à fait. Alors ça, c'est très important, l'anticipation. On est sur un projet où l'installation des agents est prévue à partir de janvier 2024. Ce qui nous laisse toute l'année 2023 pour y travailler. On a commencé depuis octobre, hein, puisque l'appel à manifestation a été lancé en octobre. Mais on sait très bien, et vous le relevez à juste titre, l'anticipation est primordiale dans tout projet, et d'autant plus qu'on va s'adresser à des structures d'insertion avec des délais de fabrication qui peuvent être un peu plus longs, avec aussi des délais de réflexion sur comment s'articuler ensemble, même si on ne parle pas de la fabrication, mais comment on va pouvoir articuler, et ça c'est ce qui est vraiment revenu quand on en a échangé avec l'île Avenir et puis les partenaires, c'est que l'intérêt, c'est de pouvoir articuler les structures du réemploi, les structures d'insertion aussi du transport, de la logistique, toutes ces structures qui pourront même collaborer entre elles, puisqu'on est sur un gros volume. On va s'adresser forcément à un bouquet de structures d'insertion. Et c'est de les mettre aussi tout en œuvre. On a prévu une présentation générale du projet en janvier. Et l'idée, c'est de pouvoir créer des synergies
et des complémentarités entre les structures, imaginer des partenariats, voilà, du travail collaboratif et un projet qui soit le plus imbriqué possible avec des temps de réalisation adéquats. Quand on a préparé cette interview, on a aussi parlé de ce que vous avez fait en termes de communication et de passer par LinkedIn, ce qui n'est peut-être pas un média traditionnel. Tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est pas un média traditionnel. Nous, on travaille beaucoup avec LinkedIn parce que on touche déjà tout le secteur économique beaucoup plus facilement. On a des interactions aussi plus simples avec différents acteurs et on s'est dit, bah, c'est un bon média pour pouvoir toucher et puis on verra ce qui va se passer. Alors, on a la chance d'avoir actuellement un graphiste qui nous a produit ce support très communicant. Et c'est vrai que on a aussi couplé un questionnaire en ligne. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est très simple. Quand on clique, on a le questionnaire en ligne. La structure peut répondre assez rapidement. Et puis nous, tout de suite, on a aussi des éléments qui nous permettent ensuite d'engager le sourcing. Donc, c'est vrai que LinkedIn a été vraiment une première porte qui n'est pas suffisante puisque derrière, les échanges avec les structures nous ont permis de voir qu'elles avaient énormément d'imagination, qu'elles avaient pas mal de solutions et qu'on en a touché quelques-unes, mais pas suffisamment. D'où l'idée d'une deuxième présentation plus générale avec ces têtes, en tout cas de fil, ces têtes de réseau qui ont l'habitude de coordonner ces structures qui les connaissent et qui vont pouvoir, elles aussi, nous ramener encore d'autres structures. Donc, LinkedIn a été un premier appel qui a touché pas mal d'acteurs et voilà, qui permet d'engager par la suite un travail beaucoup plus complet. Mais on n'aurait pas pu toucher, sans LinkedIn, on n'aurait pas pu déjà engager ce premier travail. Et c'est vrai que si on était passé uniquement par le vecteur de la place, hein, des marchés publics, même sur un appel à manifestation d'intérêt, je pense que voilà, on n'aurait pas eu la même visibilité que LinkedIn nous a permis d'offrir. Dans le cadre de votre projet, est-ce qu'il y a, vous avez une petite partie ou une partie prévue sur la transformation de votre mobilier actuel? Oui, et c'est pour ça que en début janvier, on travaille aussi, on est assisté hein, sur ce sujet par un professionnel et qui connaît très bien le réemploi. Le but aussi, ça sera au-delà de ces structures, d'avoir un œil averti sur ce qui peut être employé, réemployé, réutilisé dans la cité, avec quand même cette contrainte d'installation à partir de janvier 2024, mais ce qui pourra déjà être utilisé en l'état, par exemple siège ergonomique, étagère métallique un peu basique, on ne va pas réacheter ce mobilier, on va le réutiliser et le réemployer directement. Par contre, il pourra y avoir de la transformation. On a déjà pu voir que certains plans pouvaient être réutilisés et peut-être réaménagés avec des petites cloisonnettes pour créer des îlots centraux. Voilà, tout ce qui pourra être réutilisé le sera dans la cité. Et puis ensuite, il y aura le reste qui sera soit donné à des associations, soit réutilisé auprès de structures du réemploi, ou soit donné à d'autres structures publiques. D'accord, donc il y a une phase de diagnostic en fait sur l'existant, c'est ce que vous expliquez. Tout à fait, il y a une phase de diagnostic sur l'existant très détaillée très détaillée au niveau du mobilier, de son aspect fonctionnel, de ce qui peut être réutilisé. Donc ce diagnostic sera fait en tout début d'année 2023. D'accord, ok. Parfait, merci beaucoup Madame Deron. Merci. A-t-on des questions?
Pour l'instant, je ne les vois pas. Une première question, est-ce que vous avez eu des difficultés de réception de la part des utilisateurs des bureaux sur le fait que le mobilier soit réemployé? Alors, le choix qui a été fait est puisqu'on est sur une nouvelle cité avec une optimisation aussi des bureaux et avec une volonté de travailler différemment, donc mode de travail plus collaboratif, avec des boxes de retrait, des zones plus de convivialité et des zones collectives. Donc, le projet est vraiment un projet très global et il y a une attention très importante sur le mobilier. Le réemploi sera plutôt affecté et dédié aux zones, ce que je disais tout à l'heure, de convivialité, les zones collectives, les toitures terrasses. Donc aujourd'hui, on est vraiment on est en phase de faisabilité, puisqu'on a rencontré aussi les structures pour savoir quelles étaient leurs capacités de produire du mobilier, en quelle quantité, quel design, quelle fonctionnalité. Donc tout ça n'est pas encore arrêté puisqu'on est en phase de voilà, rapprocher l'offre et la demande et vérifier ce qu'on pourra faire dans les délais. Et après, tout ça sera présenté aussi au service. Donc voilà, ça c'est vraiment des grandes lignes directrices. Les services en tout cas sont et seront associés à chacune des étapes de ce processus. Eux, leurs grandes interrogations, ça portait vraiment sur que fait-on du sort du mobilier existant, puisqu'ils vont quitter leur site. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait du mobilier? Et nous, notre objectif, c'est de leur apporter des solutions clés en main et ces solutions de s'appuyer sur tout un réseau territorial. Donc, c'était vraiment ça l'objectif, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. C'est ce qu'on est en train de définir, hein, on en est vraiment au début, pour qu'ils puissent partir sereinement et avoir les solutions, savoir concrètement, bah, voilà, ce mobilier aura telle seconde vie. On a voulu éviter de s'adresser uniquement à des structures qui font le réemploi et dont on ne sait pas peut-être forcément tout de suite quelle sera la seconde vie du mobilier. Là, on souhaite vraiment avoir une visibilité, une traçabilité sur la seconde vie de ce mobilier. Donc, au-delà de l'accompagnement des services, c'est vrai qu'il y a tout ce qui va arriver derrière et s'assurer de la seconde vie et du réemploi du mobilier. Je précise ma question, ça fait écho à une question qu'on avait eue au premier webinaire sur les enjeux circulaires et solidaires il y a 3 semaines, sur les réticences que pouvaient avoir certains services à l'idée d'avoir du mobilier réemployé, que ce soit à l'intérieur Oui, même du bureau ou sur les espaces de convivialité. oui, je comprends. Alors, oui, il y a des réticences, mais je vais vous dire quelque chose. Voilà. Quand on a organisé les premières auditions avec les structures qui avaient répondu à notre appel à manifestation d'intérêt, nous-mêmes, on a été agréablement surpris de ce qui pouvait être produit. Une entreprise d'insertion, une entreprise, alors pas d'insertion de réemploi, nous a présenté en fait du mobilier qui utilisait à la fois du Trespa, qui est une matière qu'on peut retrouver sur le bardage extérieur, mais aussi sur les tables de ping-pong pour les pieds. Et le piétement a été travaillé de manière très fine. Et sur le revêtement, ils utilisaient du tissu issu de filières, voilà, du tissu qui est stocké et qui n'est plus utilisé. Et donc, ils utilisaient ces différents matériaux. Il y avait un revêtement coupe-feu qui était posé sur le tissu. Et le résultat était vraiment... on a une fausse idée, en fait, de ce qu'est le mobilier issu du réemploi. On a vraiment toute forme de mobilier et qui peut s'adapter à la fois sur des espaces de convivialité un peu plus intérieurs ou sur des espaces plus extérieurs. Mais là encore, ce projet permettra de montrer que le réemploi, c'est pas toujours ce qu'on croit et que le travail des structures d'insertion
peut être également très industrialisé. Donc, ça peut mettre fin aussi à beaucoup de croyances et à beaucoup de surprises. Je pense que les services pourront être agréablement surpris de ce qu'on va leur proposer, puisque là, rien ne sera imposé. Ça s'inscrit dans une charte du mobilier qui sera travaillée en lien avec les services, et ils auront le choix aussi de ce qui sera proposé. En tout cas, sur les espaces collectifs, en tout cas, notre objectif, c'est d'avoir une harmonie sur ce qui sera proposé en lien avec les différentes chartes graphiques de l'État. Super, merci beaucoup. Merci. Je ne vois pas de questions dans le chat pour l'instant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les... Ah, si, des questions. Plein de questions. Oula. Première question, allons-nous recevoir les présentations à l'issue du webinaire? Oui, elles seront postées sur Rapide. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez préféré faire du don de mobilier bureau existant et acheter du mobilier en réemploi plutôt que de conserver le mobilier existant dans le cadre de ce déménagement? Bonne question. Alors, oui, je ne suis peut-être pas, alors, j'ai pas été assez précise. Donc, on va passer en fait comme on a des espaces plus optimisés, alors pour juste vous représenter, quand on est dans le parking en sous-sol, on a 300 mètres de linéaire. Ce qui veut dire qu'on a voilà, un énorme bâtiment, 1900 postes de travail, des bureaux qui avant étaient individuels qui vont passer en bureaux partagés. Et donc, on n'aura plus du tout des bureaux avec des retours, par exemple. On aura plutôt une typologie de bureaux plus resserrés. Donc, premièrement, tous les bureaux ne passent pas, les bureaux actuels ne pourront pas être réutilisés parce qu'ils ne passent pas tout simplement dans les nouveaux espaces. Ce qui pourra être réemployé sera réemployé, donc réutilisé dans la cité. On part plutôt donc sur du mobilier plus restreint, donc c'est pour ça que les mobiliers postes de travail seront plutôt du mobilier neuf. Et par contre, on a souhaité, alors et il y a la loi GEC, les 20% d'achat de mobilier issu de réemploi, on a souhaité sur cette partie mobiliser plutôt le tissu local. Et donc, on cible sur ce mobilier tous les espaces dits collectifs, de convivialité plutôt, de formation, voilà. Donc, il y aura à la fois du mobilier neuf, il y aura à la fois du mobilier qui existait sur les sites actuels, et il y aura du mobilier issu du réemploi. On a en fait trois sources d'achat ou de mobilier. Et pareil, sur l'utilisation du mobilier existant, il n'y a pas que du don, il y a aussi, bon, à voir, mais il y a du don aux associations, il y aura du don aux structures de réemploi et du don aux administrations publiques. Merci beaucoup. Je me permets un petit partage d'un enseignement suite à une visite organisée dans le cadre du programme de sensibilisation de la métropole du Grand Paris. Nous avons rendu visite à Tricycle, entreprise d'insertion, qui nous expliquait justement que le passage en bureau partagé faisait qu'il y avait beaucoup de bureaux de 1,60 voire plus grands, qui pouvaient être retaillés en 1,40 m de largeur, que c'était pas très compliqué, que les entreprises d'insertion ou autres étaient parfaitement en mesure de couper, voire faire des bords arrondis sans que ça soit perçu par l'utilisateur ou le réutilisateur final. Qu'en revanche, petite précision achat, que ce qui était rédhibitoire dans ces configurations, chers acheteurs, si vous êtes amenés à passer un marché de réemploi, n'oubliez pas de ne pas préciser une épaisseur de plateau, simplement les longueurs, largeurs, mais l'épaisseur des plateaux peut vous amener à un marché infructueux. On a une question de la ville de Paris sur les exutoires qui ont été trouvés pour le mobilier collecté dans les anciens sites. Y a-t-il une problématique de stockage intermédiaire entre collecte et débouché? Bonjour Maud.
Oui, alors tout à fait. Alors ça, c'est vraiment un sujet qui a été évoqué lors du groupe de travail avec les acteurs qui se sont portés volontaires pour travailler avec nous, hein. Je l'ai cité tout à l'heure, la PES, l'île Avenir et l'IRIAE, le CD2E n'ayant pas pu être présent. C'était vraiment de pouvoir mobiliser et d'identifier d'éventuelles plateformes de logistique qui permettra soit de permettre de distribuer ou de stocker. Donc là, c'est vrai que c'est une piste de travail qui a été identifiée et sur laquelle on va pouvoir aussi mobiliser certaines structures de l'insertion. Donc voilà, c'est en train de se dessiner, mais ça fait partie, oui, des sujets à la fois de stockage ou de distribution, en fait. Et Alors, on a plein de questions. Je ne sais pas si on pourra toutes les passer. Sinon, ce que je ce que vous je propose, propose, soit vous avez... Stéphanie, Oui, Stéphanie, c'est qu'on passe au témoignage de Monsieur Delplanque parce qu'en fait, je pense qu'on va avoir un certain nombre de réponses aux oui. questions actuelles. Madame Deron, si vous pouvez, je ne sais pas si vous voyez les questions dans le chat, mais n'hésitez pas vous-même à répondre directement D'accord, dans le chat si vous avez, si vous en bien avez sûr, oui. l'occasion. Sinon, on peut proposer aux participants une réponse en asynchrone, c'est-à-dire vous envoyer les réponses par email après. Je vais répondre, oui, je vais répondre dans le chat. Voilà, ce Merci. sujet donc intéresse beaucoup. Merci beaucoup, Madame Deron. Et puis donc à très bientôt pour la suite de l'appel à manifestation et donc la transformation dans dans la réalité de tous ces échanges avec les structures en Hauts-de-France. Merci beaucoup. Merci. Alors donc je vous propose de passer au retour d'expérience suivant. Donc, Monsieur Delplanque, bonjour. Donc, vous êtes Bonjour. acheteur, vous, à la direction de la commande publique de la ville de Niort. Et donc, vous allez partager avec nous le projet que vous avez mis en place relativement donc à un projet de mobilier donc qui a été, comme je le disais, donc réalisé. Et notamment, vous allez nous montrer quelques transformations de bureaux. Et je trouve que voilà, ça c'est super parce que ça va faire le lien avec les questions qui ont été posées précédemment. Très bien, alors bonjour à toutes et à tous. Je me présente donc Laurent Delplanque, acheteur à la ville de Niort. Dans une seconde vie, j'étais acheteur dans le privé et dans le domaine de la bureautique. Donc l'expérience mobilier de bureau est une expérience qui ne m'est pas inconnue. C'est un secteur que je connais bien. Euh, En fait, pour replacer un petit peu dans le contexte, la ville de Niort a un service achat qui existe depuis une quinzaine d'années, voire plus maintenant, 16 ou 17 ans. Et la plupart des acheteurs au sein de la ville de Niort sont pour la plupart issus du privé. Donc on a une culture privée, une culture achat, et cette culture achat se traduit au sein de la ville de Niort par différents dispositifs. Alors je ne sais pas si sur la prochaine slide Ouais. on le voit, mais la ville de Niort est inscrite dans un dispositif qui s'appelle Niort Durable 2030. La ville de Niort, c'est une ville de 59 000 habitants dans une agglomération de 120-121 000 habitants. C'est une ville qui est connue pour ses mutuelles. C'est la ville des mutuelles, quatrième place financière de France. Et quand je parle des mutuelles, c'est pas neutre parce que vous allez voir dans notre expérience, en fait, les mutuelles sont déjà inscrites également dans un processus de transformation de leur mobilier de bureau, du réemploi ou de réutilisation de leur mobilier de bureau. Et on a pu collaborer et s'inspirer de ces exemples pour conjointer les caractéristiques de la loi AGEC avec notre projet. Alors, Niort s'inscrit dans une démarche de développement durable déjà depuis de très très nombreuses années, puisque nous avions déjà un agenda 21 qui était en place au sein de la ville de Niort il y a déjà de très très nombreuses années. Et puis, il y a quelques années de ça, il y a 4 ou 5 ans, on a mis en place une nouvelle feuille de route
qui s'appelle Niort Durable 2030. Et cette feuille de route se calque sur les objectifs de l'ONU en matière de développement durable. Et donc, la ville de Niort s'inscrit dans une prospective du territoire qui est une prospective durable. Sur la préservation de la biodiversité, des ressources, mais également le développement du territoire, donc que ce soit sur le volet économique, social ou environnemental. Donc la ville de Niort est inscrite dans ces feuilles de route déjà depuis des années, ce qui se traduit également dans les marchés publics ou dans l'achat public concernant les acheteurs. Notre vocation en tant qu'acheteur à la ville de Niort, c'est d'intégrer dans tous nos marchés, et on ne va pas attendre donc 2025, la loi notamment climat et résilience, on ne va pas attendre 2025 pour intégrer des clauses de développement durable ou des critères dans nos marchés, c'est déjà existant déjà depuis longtemps. À la ville de Niort, nous avons une commission critères qui statue pour tous les marchés supérieurs à 90 000 euros. Le porteur du marché, le technicien et l'acheteur doivent présenter devant une commission critères qui est composée principalement des élus de la CAO. Donc une commission critères qui valide les clauses et les critères, notamment développement durable, qui vont être intégrés dans les consultations. Et à partir du moment où cette commission critères valide ces clauses et ces critères, eh bien, les marchés sont lancés en conséquence. Alors, la loi AGEC est une loi qui est venue interroger en quelque sorte les services et notamment la ville de Niort dans ce processus d'achat, de réemploi, de réutilisation, de recyclage. Alors la réglementation, notamment sur le mobilier de bureau, impose des pourcentages, notamment 20% de matières recyclées ou de produits issus du réemploi ou de la réutilisation. Donc les acheteurs de la ville de Niort ont suivi de très près cette loi AGEC dès les premiers travaux. Nous avons eu l'occasion de fouiner un petit peu à droite à gauche, de nous renseigner quels allaient être les impacts également sur nos organisations, sur nos méthodes de travail, sur notre approche en matière d'achat. Donc, nous n'avons pas attendu que la loi AGEC soit publiée pour s'inscrire dans une démarche de prospective et se dire comment nous allons pouvoir travailler au sein de la ville de Niort. Eh bien, ces différentes directives ou ces différentes réglementations qui vont nous arriver. La grande difficulté est souvent de pouvoir traduire dans un marché public ou dans une consultation ou dans un achat ces différentes directives ou réglementations. Alors, je vous propose de partager avec moi cette expérience qu'on a vécue à la ville de Niort sur le mobilier de bureau qui rentre dans le cadre de la loi AGEC. On a fait un inventaire chez nous, on est parti d'un constat et vous allez voir sur la slide suivante, le constat que nous avions à la ville de Niort, c'est que en haut à gauche, vous avez un bureau qui est un bureau, c'est ce que nous avions avant. Alors, c'est ce qu'on a encore, puisqu'on est en cours de transformation. On n'a pas transformé encore tous nos bureaux. Mais ce type de mobilier que nous avions, que nous possédons encore, il y a eu un constat assez important qui a été fait notamment par notre cellule santé et sécurité au travail au sein de la DRH, qui a constaté que ces postes de travail n'étaient plus ergonomiques. C'est-à-dire qu'on avait une tendance à acheter des bureaux 160 par 80, qui étaient des bureaux standards, et qui rentraient dans une nouvelle ergonomie, un nouvel usage du poste de travail, puisque comme vous pouvez le constater, les postes existants, ceux qui sont marqués comme étant les postes avant, eh bien, en haut à gauche, ont une grande diagonale. C'était pour les écrans, vous savez, qui étaient relativement profonds. Ce mobilier, il a 20 ans chez nous, il a même 21 ans. Et en fait, il est tellement solide qu'à moins d'y mettre des parpaings dessus, eh bien, il n'est pas prêt d'être obsolète. Alors, le constat a été fait de se dire, mais si demain on doit changer 350 postes de travail, non seulement ça va nous coûter une fortune, mais ça va être assez compliqué. Et comment on fait dans le cadre de la loi AGEC pour répondre à nos obligations de 20% de matière ou de produits issus du réemploi ou de la réutilisation? Alors, un soir, lors d'une réunion avec mon directeur, nous étions en train de discuter sur le sujet des objectifs de Niort 2030, de la loi AGEC, de nos problématiques d'ergonomie. Et au fur et à mesure que nous discutions, j'ai dessiné sur un petit bout de papier que vous pouvez voir ici au centre, un petit schéma de transformation de nos postes de travail. Et voilà, à 18h30, avec mon directeur, sous le bureau, en train de regarder comment le bureau était conçu, est-ce qu'on pouvait le transformer, est-ce qu'on pouvait le modifier, est-ce qu'on pouvait
en quelque sorte être agile dans notre démarche d'achat en cohérence également avec la réglementation AGEC. Alors, on s'est aperçu très très rapidement qu'on pouvait faire quelque chose. Donc, on a décidé de mettre en place un petit atelier avec nos menuisiers en interne au sein de la commune. Et on a fait donc un petit atelier avec la cellule santé sécurité au travail. Et là, on s'est dit, bah, rien n'est interdit. On va prendre 2 postes de travail et ça va être notre laboratoire. Donc, on a dit à tout le monde, bah, allez-y, éclatez-vous. Il n'y a pas d'idée stupide. On va tracer des traits au marqueur sur les postes de travail. On va couper. On va essayer d'imaginer notre futur poste de travail ergonomique. Et vous voyez toute la phase de transformation hein, qui se situe en bas. En bas à gauche, on part d'un poste de travail initial pour arriver au final à un poste de travail 160 par 80 et tous les petits bouts qui sont découpés, qui sont de couleur jaune, rose pâle, orange, rouge. Bien, vous voyez, ce sont tous des éléments qu'on a essayé de replacer sur notre poste de travail. Alors, il y en a un qui sert de voile de fond hein, devant le bureau. Il y en a un qui sert de petite cloisonnette, un autre qui sert de support au stylo. Et donc, on s'est aperçu que en transformant notre mobilier avec notre prototype, on réutilisait 95% du poste de travail. Alors, c'est bien gentil, mais la loi AGEC, vous savez très bien comme moi qu'elle concerne uniquement l'achat de mobilier réemployé, réutilisé ou issu du recyclage. Donc, une transformation interne et une réutilisation interne, eh bien, c'est bien, hein, c'est vertueux, mais ça n'en rentre pas dans la comptabilité AGEC. Alors, on s'est dit, ben, est-ce que nous, on a la capacité à transformer nos 350 postes de travail. Et là, nos collègues au service menuiserie nous ont dit, bah, écoutez, nous, ce n'est pas notre vocation, c'est dans notre charge de travail, ça va être très, très difficile de pouvoir l'intégrer. Donc, si vous voulez transformer la totalité des postes de travail, ça va être 2, 3 postes par-ci, 2, 3 postes par-là. On a bien vu que ce n'était pas possible. Donc, on s'est dit, bah, écoutez, on va faire notre travail d'acheteur, on va aller faire du sourcing. Et donc là, on va passer à la slide suivante. On s'est dit, bah, on va se tourner vers les acteurs économiques du territoire. Et les acteurs économiques du territoire du mobilier de bureau, on leur a parlé de notre projet. On leur a dit, bah voilà, on a lancé un prototype, on a fait un prototype. Est-ce que vous seriez, vous, en capacité de pouvoir réaliser à partir de notre matière première un produit fini tel que vous le voyez sur la partie droite quand vous regardez l'image, c'est-à-dire on part de la gauche et on va vers la droite. Et donc les acteurs économiques nous ont dit, mais vous savez, on est déjà dans une logique de développement durable avec des partenaires que sont les mutuelles, où on transforme déjà du mobilier. Bon, donc on a surfé un petit peu sur la vague, on a eu cette opportunité d'avoir au moins 2 acteurs économiques du territoire qui ont en quelque sorte aménagé leur organisation pour pouvoir répondre à ces problématiques de développement durable. Alors, comment elles se sont organisées? Eh bien, c'est tout simple. Il y a une entreprise qui s'est adjointée à un menuisier qui a dit, bah voilà, on va former un groupement et quand on aura de la transformation, bah, c'est la menuiserie qui transformera et nous, on commercialisera. Une autre société du mobilier de bureau a dit, bah, nous, on va plutôt s'appuyer sur l'économie sociale et solidaire avec un ESAT qui transforme actuellement ou qui fait actuellement du mobilier de bureau, enfin du mobilier scolaire plus exactement. Et donc, cette entreprise nous a dit, bah, nous, on a la possibilité, à partir de votre prototype, de travailler avec l'ESAT et de vous proposer un produit fini. Alors, la transformation d'un mobilier, c'est de la prestation de service. Et vous voyez que j'ai mis un petit feu rouge et un sens interdit. Au niveau de la loi AGEC, la prestation de service ne rentre pas dans la comptabilité de la loi AGEC. C'est-à-dire que c'est uniquement l'acquisition et non pas des prestations de service qui rentrent dans le cadre de la loi AGEC. Or, le cœur de mon projet reposait sur la transformation de mon mobilier. Donc, si j'achète de la prestation de transformation, je ne suis pas dans la loi AGEC. Par contre, si j'achète un mobilier d'occasion issu de la transformation, je suis dans la loi AGEC. Alors, on s'est dit, ben, comment fonctionne la filière? La filière du mobilier de bureau
il y a deux axes. Il y a l'axe de la commercialisation, mais il y a aussi un axe qui est l'axe de la récupération du mobilier en fin de cycle de vie. Vous avez une éco-contribution sur chaque mobilier de bureau que vous achetez, et cette éco-contribution sert à organiser la filière de récupération, de retraitement des mobiliers usagés. C'est la filière Valdelia. Or, que nous dit la filière Valdelia? La filière Valdelia nous dit que tous les revendeurs de France et de Navarre sont dans l'obligation, du fait de l'éco-contribution, de reprendre les mobiliers usagés. Donc, quand vous allez chez Conforama, chez But, ou quand vous allez chez Boulanger, quand vous rendez votre frigidaire, réfrigérateur ou votre machine à laver, il y a une éco-contribution sur le neuf et ils sont obligés de reprendre vos anciens produits ménagers. De la même manière pour le mobilier, pour les particuliers. Eh bien, c'est exactement la même chose concernant le mobilier de bureau. Il y a obligation des acteurs économiques du mobilier de bureau de reprendre vos mobiliers usagés. Alors, on s'est dit, bah, si un jour on doit passer un marché concernant de l'acquisition de mobilier d'occasion issu de la transformation, autant faire que cette transformation eh bien, soit issue de nos déchets. Donc, on est allé en circuit ultra court et on s'est dit, voilà, le jour où on va lancer notre consultation, on demandera à notre titulaire, qui est un revendeur de mobilier de bureau, de reprendre en amont de la consultation nos déchets, et par un jeu de roulement de 10 postes de travail, bien, quand il reprend 10 déchets, on lui envoie un bon de commande pour transformer et acheter du mobilier de bureau transformé, du mobilier de bureau d'occasion. Donc, on a deux parties. On a la partie gestion des déchets, qui est en dehors de notre marché, hein, AGEC. On l'oriente vers notre titulaire. Donc, notre titulaire possède donc nos déchets. Et à partir de ces déchets, on lui dit, bah, vous faites une transformation de nos déchets et vous nous vendez du mobilier d'occasion. Alors, cette collaboration n'a été possible, et tout à l'heure, j'entendais Madame Deron qui parlait de collaboration extérieure, d'anticipation. Alors, chez l'acheteur public, ça s'appelle le sourcing. Et vous voyez, c'est pas pour rien que à côté de l'icône ou au milieu de l'icône loi anti-gaspillage, vous avez l'article R2111 du Code de la commande publique à gauche qui est mentionné et R2111-2 du Code de la commande publique qui se trouve à droite, parce que c'est vraiment la base concernant la loi AGEC, c'est le sourcing. Le sourcing est une étape absolument indispensable pour tous les marchés, mais d'autant plus dans le cadre de la loi AGEC. La loi AGEC nous a permis de nous poser des questions sur notamment ce que nous avions comme besoin en interne, mais comment ce besoin pouvait être corrélé avec l'extérieur et avec l'offre économique. Et il ne faut pas se tromper hein, au niveau de la loi AGEC. Ce que la loi AGEC est en train de nous dire, c'est que 20% du mobilier dans les collectivités, 20% des achats, ça sera du mobilier d'occasion ou du mobilier issu du réemploi. Ça veut dire que pour les fabricants de mobilier de bureau, c'est 20% de parts de marché qui s'envolent. 20% de parts de marché qui vont transiter vers d'autres circuits de distribution, d'autres manières de distribuer du mobilier, et non pas du mobilier neuf, mais du mobilier issu du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage ou de la transformation. Donc, ça veut dire que, en tant qu'acheteur dans nos collectivités, il y a un gros travail de sourcing à faire sur les besoins, l'étude du besoin, ce qui est la base hein, d'ailleurs, en termes d'achat public, l'étude du besoin, comment corréler ce besoin avec la réglementation, la loi AGEC. Et donc, Madame Deron disait, bah, nous, on va plutôt privilégier des salles de réunion, on va plutôt privilégier des tisaneries, etc. Parce que pour le mobilier, les postes de travail, ils ont choisi peut-être de partir sur du mobilier neuf. Nous avons choisi une autre option. L'autre option, c'est de transformer l'ensemble de nos postes de travail. Et par un jeu de chaises musicales, quand on a 10 postes qui sont en déchets, eh bien, on passe une commande de 10 postes de travail d'occasion issus du réemploi et du recyclage. Donc, toute cette articulation repose sur, on va dire, de l'agilité achat, c'est-à-dire qu'il ne faut plus se mettre de frein sur les modes de réflexion en interne dans les collectivités. Et il faut sortir surtout d'une démarche qui était une démarche jusqu'à présent, une démarche
plutôt juridique de l'achat, il faut plutôt rentrer dans une démarche de transversalité de l'achat. Alors, la difficulté, bien sûr, c'est de traduire peut-être en collaboration et en termes de marché public, de traduire cette collaboration euh, avec les acteurs économiques en amont des consultations, mais c'est de l'anticipation, c'est de l'organisation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que ça se cogite en amont. C'est pas, la problématique n'est pas de passer un marché, hein, la problématique est de répondre à un besoin et notamment de répondre à un besoin en accord avec la réglementation. Donc, Voilà, il super. faut une phase d'accompagnement également en interne. Nous, on va mettre en place un bureau témoin, hein, donc, qui sera aménagé. Et à chaque fois qu'on aura 10 postes de travail à aménager pour nos collaborateurs, eh bien, on amènera nos collaborateurs dans ce bureau témoin pour leur montrer quels avantages ils ont à utiliser ce type de produit. Alors, je reviens juste pour terminer sur une chose. Ce qui pose le problème concernant le réemploi et la réutilisation des bureaux, c'est pas tellement la nature du bureau ou la nature du mobilier ou du matériel. Vous savez, les craintes, c'est pas sur la nature, c'est le changement qui crée les craintes. Et donc, que ce soit sur du mobilier neuf ou que ce soit du mobilier d'occasion ou issu du réemploi, les craintes, c'est surtout la peur du changement. Qu'est-ce que ça va changer dans mon organisation, dans mon confort de travail? Donc, à partir du moment où on arrive à rassurer les gens et quand on est sur des projets qui sont réfléchis en amont, eh bien, on arrive à vaincre des guerres de clochers, franchir des montagnes qui nous paraissent infranchissables et on peut avancer. Alors, ce n'est pas une règle absolue, hein. On sera peut-être obligé peut-être de revenir aussi sur du mobilier neuf en termes d'acquisition. Mais en tout cas, on a créé un lot numéro 3 dans notre marché, mobilier d'occasion. Donc, on va racheter nos déchets transformés, mais aussi de l'armoire d'occasion, des chaises de bureau, tout autre mobilier d'occasion que nos fournisseurs pourront nous fournir dans le cadre de la loi AGEC. Notre objectif est d'atteindre Merci, 80% monsieur. Pardon. Finissez, voilà, 80%. d'achat sur la réglementation loi AGEC. Alors, ce n'est pas trop difficile puisqu'on a 350 postes de travail à transformer, donc on a de la matière pour pouvoir atteindre nos objectifs. Super. Merci beaucoup pour votre témoignage et la mise en perspective de, voilà, du comment faire pour mettre en œuvre cette loi AGEC sur le mobilier. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer maintenant aux porteurs de solutions, à la présentation de quelques porteurs de solutions. Eva, c'est toi qui prends la parole? C'est moi, effectivement. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai mis mon micro. Parfait. Hermine Vial, je travaille effectivement avec Eva à l'Agence des économies solidaires. Je vais vous présenter à la lumière de ce qui a été dit précédemment des porteurs de solutions, des exemples de porteurs de solutions, de l'ESS principalement. Je vais vous en présenter des structures associatives, des structures d'insertion, également une entreprise privée qui travaille avec des structures de l'inclusion. L'objectif, c'est vraiment de montrer quelles sont les capacités du secteur de l'ESS, mais aussi toujours, voilà, le secteur de l'ESS se positionne à la fois sur des sujets environnementaux en incluant l'économie circulaire sur le mobilier, mais évidemment sur des sujets sociaux. Donc, on va commencer avec Initiative Solidaire. Voilà, Initiative Solidaire qui est une structure de l'insertion, qui est également une association qui a été créée en 2013, qui est également reconnue ESUS, entreprise sociale reconnue d'utilité publique et qui est basée à Stein. Donc, Initiative Solidaire, elle me semble très intéressante. Elle s'inscrit dans une mission double, à la fois évidemment de proposer une offre responsable, locale et circulaire de mobilier, mais aussi d'insertion du public vulnérable. L'objectif étant voilà, de limiter le nombre de déchets ultimes et d'insérer des publics. Il se positionne sur 3 activités principales. L'entretien ménager, mais qui prit fin en 2021, la restauration collective, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la revalorisation et la transformation de matériaux en mobilier. Donc, ces 3 activités, qui maintenant ne sont plus que 2, sont des ateliers chantiers d'insertion.
Atelier Chantier d'insertion propose une offre un peu similaire aux entreprises d'insertion. C'est simplement qu'elles sont portées par des associations. Elles emploient des personnes en grande difficulté sociale et professionnelle. Et elles recrutent des salariés dans le cadre de contrats aidés. Et voilà, l'idée, c'est vraiment leur proposer à la fois une activité, mais aussi un accompagnement, un encadrement technique ainsi que des formations. L'objectif étant, encore une fois, de faciliter l'insertion de ces salariés. Elles ont un panel de clients assez large, allant de collectivités, mais également d'entreprises, d'associations et aussi de particuliers. Elles réalisent notamment du mobilier, d'aménagement intérieur ou extérieur, sur mesure et sur commande à partir uniquement de matériaux issus du réemploi. Alors, pour vous donner quelques exemples de clients, nous avons le Crous, la régie immobilière de la ville de Paris, des restaurants, des bailleurs sociaux, des collectifs d'architectes, la mairie de Stein, Pleine Commune, les ateliers Weekendoo, la ville de Pantin, pour ne citer que. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ils organisent également effectivement des ateliers collectifs d'initiation de bois et de métal, c'est leur expertise, et de revalorisation des matériaux pour tout public. Et depuis leur création, c'est plus de 500 tonnes de matériaux recyclés grâce à un réseau de partenaires variés, les entreprises, les acteurs publics, les sociétés d'événementiel, qui favorise effectivement la collecte ponctuelle et ciblée de matières et de matériaux qu'ils vont voilà, transformer pour en faire des mobiliers. Alors, je vous ai mis quelques photos sur la prochaine slide pour illustrer un peu leur réalisation. Alors, voilà, donc là, on voit effectivement une chaise. Alors, pour la petite histoire, cette chaise et cette lampe qui est un peu design, qui a été peinte en doré à l'intérieur, ces deux objets ont été réalisés intégralement avec un partenariat qu'ils ont eu avec Airbus. Donc, ce sont des récupérations, la récupération de matériaux de Boeing, d'avions. Donc ça c'est rigolo. Et là, on voit effectivement, là, c'est un événement qu'ils ont intégralement aménagé avec des présentoirs issus du réemploi au Palais de la Porte Dorée à Paris. Et là, on voit effectivement sur votre droite des publics insérés qui travaillent dans cette structure. Donc voilà pour Initiative Solidaire. Sans tarder, je vous présente une autre structure qui s'appelle Fourniture for Good, qui est une manufacture française de transformation de déchets en mobilier. Alors les fondateurs, alors ça c'est une entreprise classique qui travaille avec des publics éloignés de l'emploi, des publics de l'inclusion, des ESAT et des entreprises adaptées basées en Île-de-France. Et c'est en visitant un centre de tri que les deux fondateurs ont eu cette idée vraiment de fonder Fourniture for Good. L'idée, c'était vraiment de faire du déchet, la matière première. Alors, ils ont 4 matières premières utilisées principalement, les déchets plastiques. Alors là, il s'agit d'emballages de cosmétiques, de bidons de lessive, de gaines électriques, de bouteilles de shampoing, de gel douche, et globalement tous les déchets plastiques issus de nos poubelles jaunes. Pour le bâtiment, ils utilisent surtout le verre et la brique. Les déchets marins, alors là, on va être sur les moules, les huîtres, les coquilles Saint-Jacques, enfin tous les coquillages. Et enfin, les déchets sportifs, ils sont en train de développer ce gisement-là. Là, pour l'instant, c'est surtout les volants de badminton. Parce qu'il faut savoir que les volants de badminton, dès qu'ils sont un tout petit peu déchirés ou abîmés, partent directement à la benne. Donc ça crée un gisement assez colossal à réutiliser. Le mode opératoire, c'est que tous ces matériaux-là sont broyés, chauffés à une température maximale de 100 degrés. Donc en termes de consommation, c'est pas si gros, pas si important. Ils sont agglomérés et ensuite designés. L'objectif, c'est vraiment, c'est pour ça que je différencie un peu avec la structure de l'initiative solidaire. L'objectif, c'était vraiment de proposer une offre standardisée, industrialisée, faire en série. On a parlé précédemment, effectivement, des exigences de la loi AGEC, avec 20% du mobilier réemploi. Et il faut vraiment que l'offre en face puisse être structurée, que les ESS représentent vraiment un vivier
important pour faire en sorte que les collectivités, effectivement, puissent trouver une offre à la hauteur de ces enjeux. Alors, pour vous donner un exemple rapide, combien de bidons de lessive pour faire une chaise recyclée? On le voit sur la slide juste après. C'est une table que j'ai mis. Mais en haut à gauche, il y a une chaise. Vous voyez aussi de tout le petit schéma d'approvisionnement voilà, tout le long de la chaîne de valeur. Mais par exemple, pour faire cette chaise, combien de bidons de lessive il a fallu? Il a fallu 200 bidons de lessive pour faire cette chaise. Je vois que le temps avance, donc je ne vais pas m'étendre beaucoup plus. On va passer maintenant à une dernière structure qui est là, le label Emmaüs, qui là se positionne non pas comme un fabricant de meubles issus du réemploi, mais qui véritablement, comme vous savez, Emmaüs est quand même une structure référence sur la revente de mobilier. Et qui, elle, encore une fois, répond toujours à ce double objectif, limiter les déchets ultimes, mais également rentrer dans des dispositifs de solidarité avec des meubles à bas coût, à partir de dons de meubles de particuliers ou d'entreprises, de rentrer dans des dispositifs d'hébergement d'urgence, de lutte contre la précarité, et évidemment toujours dans une logique d'insertion. Alors, ils ont 5 activités distinctes, le label Emmaüs. Ils ont une activité label Marketplace, qui est une vente en ligne de matériaux et pas de matériaux issus du réemploi, pardon, une vente en ligne d'objets et de mobilier à destination du grand public, mais aussi des entreprises. Enfin, c'est vraiment pour tout public. Ils ont aussi un label plateforme qui est plus récent, et on va s'attarder sur ces deux-là. Je vous ai mis à titre indicatif le label école, label touche et label transition, qui sont d'autres offres qu'ils proposent. Alors, vous pouvez juste passer la slide juste après pour vous montrer. Pour le premier, c'est ce e-shop militant qui vise effectivement à se différencier des offres qu'ils avaient déjà sur les boutiques Emmaüs que nous connaissons tous. Là, qui vise effectivement à proposer une offre un peu plus haut de gamme, avec des produits plus design, avec quelque chose qui, effectivement, avec un tarif différent que de ce qu'on se trouve dans les boutiques Emmaüs. Et là, voilà, c'est vraiment proposer une offre alternative, concurrentielle comment dirais-je, de la vente de meubles en ligne. Il y a une dernière aspect aussi, dernière offre qui est assez importante, que je n'ai pas illustrée par une photo, mais dont je vais vous parler, c'est la plateforme du réemploi qu'ils ont lancée, qui s'appelle la plateforme 47, et qui est spécialisée dans le réemploi de mobilier professionnel cette fois-ci. Donc, il s'agit de vente en ligne de mobilier professionnel qui a été collecté par les entreprises. Et ils ont aussi une location de mobilier vintage pour le coup, à destination du secteur événementiel. Donc, c'est cette plateforme qui est dans le Lot-et-Garonne qui va rassembler tout ce gisement, tous ces meubles qui ont vocation effectivement à être vendus et loués. Et ils ont aussi toute une offre importante d'aérogommage, pardon, qui est un terme assez technique pour parler simplement de sablage des meubles, l'objectif étant de rendre le meuble, le bois brut, sans traitement, pour pouvoir être à destination des partenaires du réemploi. J'aurais encore beaucoup à dire, mais je vois que le temps tourne. Si vous avez des questions supplémentaires, l'Agence des économies solidaires est à votre disposition pour y répondre dans le chat ou ici. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Hermine. Donc en effet, on n'a pas de temps pour la session de questions-réponses pour toi. Donc je termine ce webinaire d'abord en vous remerciant de votre présence, en vous informant que bien évidemment le programme Achat circulaire et solidaire continue en 2023. Donc vous allez retrouver dès le début de l'année les nouvelles dates des prochains webinaires sur le site Rapide. Ça, c'est une première information.
Comme d'habitude, donc on vous précisera également les autres services associés donc au programme, à savoir donc les conseils minutes. Je pense que la dernière session sera ce vendredi et puis ensuite on recommencera à la rentrée. Donc si vous faites partie du programme, vous pouvez bien évidemment y accéder. Et puis dernier point que l'on vous précisera dès la rentrée, ce sont les dates des prochains groupes de travail qui donc sont dédiés en fait à vous accompagner dans la rédaction et la préparation de vos dossiers de consultation. Donc, plus d'informations dès la rentrée sur Rapide. On vous remercie encore une fois de votre présence en espérant que ce webinaire vous aura apporté des renseignements et puis de bonnes idées pour pouvoir lancer vous-même vos consultations sur le mobilier circulaire. Merci. Merci. Merci.